Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine je reçois Philippe Dordaneau qui est le président de Sisley. Sisley est une entreprise de cosmétiques et de produits de beauté qui sont fabriqués en France. Sisley est une entreprise de taille intermédiaire, à la fois ancrée sur les territoires et ouverte sur le monde pour la distribution de ses produits à l'export. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que Sisley est une entreprise qui déploie une responsabilité sociale d'entreprise, une RSE forte et qui s'engage avec une fondation créée par la famille Dordaneau. Philippe Dordaneau, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler le cœur de métier de Sisley ? On crée des parfums, des produits de beauté, des maquillages. C'est une grande aventure familiale qui a commencé dans les années 30 avec d'autres marques et qui s'est poursuivie au milieu des années 70 avec le lancement de Sisley par mes parents. Une affaire dans laquelle on est plusieurs membres de la famille à participer, mais aussi 5000 collaborateurs dans le monde, 100 différentes nationalités. Donc une belle aventure humaine pour faire des beaux produits. Entrepreneuriale également. J'ai envie de vous faire réagir pour commencer sur l'intérêt général. C'est le titre de l'émission. Comment vous observez la question de l'intérêt général et particulièrement par le prisme de notre actualité ? Nous, on l'observe d'une manière assez naturelle, en tout cas quand il s'agit de l'entreprise. Moi mes parents, c'est des sujets qui nous ont toujours intéressés, qu'on a fait d'abord assez naturellement, mais sur lequel on a un dispositif français, on est parfois critique de certaines choses qui se passent en France ou de différences par rapport au reste du monde. On a un très très bon dispositif qui a été créé dans les années 2000 de fondation d'entreprise. Et ce dispositif, il a été un peu le booster pour nous de cette idée de lien entre l'entreprise et l'intérêt général. Lien entre l'entreprise, ses salariés et l'intérêt général. Et ça nous a permis de devenir beaucoup plus matures et sur le sujet et aussi de rencontrer des gens assez incroyables parce qu'on pense toujours qu'on donne et en fait on reçoit plus qu'on donne. Alors on en parlera peut-être plus en détail dans quelques minutes. J'aimerais qu'on revienne sur cet enjeu des ETI, entreprises de taille intermédiaire, parce que c'est le cas de Sisley, à la fois ancré sur les territoires, vous fabriquez en France, vos usines sont à Blois, sont à Blois, oui. Et vous distribuez dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous semble particulièrement révéler de la sensibilité des ETI à son écosystème ? C'est des entreprises qui sont très présentes dans les territoires. Les ETI, c'est des entreprises c'est un peu statistique, c'est des entreprises de 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus gros que la taille PME. C'est des entreprises qui sont très ancrées dans les territoires, qui sont souvent très passionnées et spécialisées dans des produits particuliers pour lesquels elles ont une grande expertise. Souvent familiales. Hein. Et alors, c'est des entreprises, effectivement, souvent soit personnelles, soit familiales. 70% des ETI sont des entreprises familiales. Et ça change un peu le rapport aussi que vous pouvez avoir à l'intérêt général et au mécénat, parce que vous êtes, si vous investissez sur le sujet, beaucoup plus libre, bien évidemment, qu'une entreprise qui serait cotée avec un nombre d'actionnaires très dispersé. Vous pouvez, vous, prendre un certain nombre d'initiatives, de décisions, y associer vos équipes si ça les intéresse. Et puis d'autre part, ce lien avec les territoires vous permet aussi de suivre les projets que vous soutenez d'une manière qui est peut-être plus forte, avec plus de liens. Alors lorsqu'on parle de macroéconomie, on va être technique quelques instants. La fiscalité de production, c'est quand même un frein. Hein. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Je pense que le grand sujet en France, c'est qu'il faut qu'on favorise le travailler et produire en France. Et si c'est ça le raisonnement, il faut que les entreprises françaises puissent être placées, quand elles produisent en France, quand elles emploient des gens en France, dans une situation où elles peuvent être compétitives par rapport aux entreprises du reste de l'Europe, pour ne même pas parler du reste du monde. Et ça n'a pas été le cas pendant de trop nombreuses années en France et ça nous a beaucoup pénalisés. On a perdu beaucoup de nos savoir-faire industriels. Il y a une forme d'inégalité fiscale entre une entreprise qui produit en France et qui distribue dans le monde, et puis des entreprises qui produisent ailleurs en Europe ou dans le monde et qui distribuent aussi dans le monde. On ne joue pas avec les mêmes armes. Elle est très simple et on ne va pas donner trop de chiffres, mais si on peut en donner un. Si vous cumulez l'ensemble de la fiscalité, une entreprise française est taxée globalement 50% de plus qu'une entreprise européenne, que la moyenne de la taxation en Europe. Et ça, durablement, depuis tout bord politique confondu, depuis quasiment plus de 30 ans. Cet écart, dans une économie mondialisée, elle nous pénalise
par rapport à nos voisins européens. Et elle nous fait perdre toute une série de savoir-faire. Elle provoque la disparition d'entreprises moyennes grandes dans les territoires et elle impacte donc la manière dont ces territoires fonctionnent, parce que ces entreprises sont souvent des locomotives, des liens. Sur les territoires. C'est 65% de ces entreprises moyennes grandes sont hors de l'Île-de-France. Et on en a aujourd'hui 2,5 fois moins qu'en Allemagne, alors qu'en 1980, on en avait autant qu'en RFA. Et ça donne aussi toute une envergure à troubler le bassin d'emploi, parce qu'une entreprise qui ne peut pas se déployer parce qu'elle est dans une concurrence réglementaire et fiscale stigmatisante, ça crée des problèmes pour maintenir le bassin d'emploi local. Oui, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est les grandes entreprises des territoires. En réalité, elles ont beaucoup de fournisseurs, elles créent donc tout un écosystème autour d'elles. Si on en a moins, on est pénalisé. Et ça pousse aussi les entreprises françaises, quand elles réussissent, à plutôt créer des centres de production en dehors de la France, alors même que, on le sait, les Français sont très productifs, très créatifs, et qu'il n'y a aucune raison qu'à l'instar d'autres pays européens, on n'ait pas un tissu industriel qui soit dynamique. Revenons sur la RSE. Alors c'est un grand sigle, la responsabilité sociale de l'entreprise. Comment vous regardez ça, Philippe Dordano? Est-ce que l'entreprise se doit aujourd'hui d'être une entreprise engagée, responsable sur le plan sociétal, et comment ça se décline? Alors d'abord, nous, on distingue de manière... enfin, c'est deux choses qui sont différentes pour nous, le sujet de la RSE et le sujet des fondations et les causes qu'on soutient par la fondation. Pour la responsabilité sociale et environnementale, on peut faire des grandes phrases, créer des slogans, etc., des sigles, mais en réalité, c'est du simple bon sens. Si vous voulez vous développer durablement dans un environnement, il faut le respecter, il faut essayer de créer des bonnes équipes, il faut qu'elles puissent travailler dans des bonnes conditions de travail. C'est ce que font les sites de production Solide Bois dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que vous faites auprès de vos collaborateurs. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, parce qu'on peut toujours faire mieux. On est tous conscients qu'on peut faire mieux. Mais de nouveau, c'est du simple bon sens. C'est quelque chose qui d'ailleurs, on a par exemple les deux sites de Saint-Ouen-l'Aumône, où on a nos laboratoires de recherche, c'est un site de 500 personnes, est un site haute qualité environnementale. Le site de Paris est un site haute qualité environnementale. On a un toit photovoltaïque qui est le plus grand, je crois, du nord de la France, sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône, qui produit à peu près un peu plus d'un quart de l'énergie du site. On vient de construire une station d'épuration à Blois, parce qu'avec le développement de notre site de Blois, on veut être sûr que toute l'eau qu'on rejette est aussi propre que celle qu'on a reçue. C'est concret comme engagement. Voilà, ce sont une somme de petites choses concrètes, et parfois de plus grosses choses qui, mis ensemble, font que l'entreprise va être... Mais au fond, c'est du bon sens. Du bon sens. Voilà, c'est au fond du bon sens, et c'est ce qu'essayent de faire un certain nombre d'entreprises. Là où on peut progresser, c'est qu'on peut le faire plus méthodiquement, on peut essayer de mieux réfléchir aux enjeux, essayer de bien les comprendre. Ils sont parfois assez compliqués, il faut aller parfois au-delà de l'idéologie, mais c'est en tout cas une démarche qui doit être faite si vous voulez avoir une entreprise efficace aussi. Pragmatique. Parce qu'il faut être efficace, pragmatique sur le plan économique pour engager une fondation dans des actions à forte plus-value sociétale, et vous vous engagez en particulier pour mieux faire connaître la santé mentale, parce qu'il y a un très gros déficit. 12 millions de Français souffrent de maladies psychiques, et vous le savez, c'est le premier poste de dépenses sociales de notre pays, 109 milliards d'euros. L'enjeu est de taille, Philippe Dordano. L'enjeu est énorme. 20% de Français qui sont concernés directement, un très grand nombre de familles qui sont impactées par le sujet. Vous avez donné les chiffres qui sont vertigineux. 109 milliards d'euros, ça a l'air comme ça abstrait, mais c'est 1,5 fois l'impôt sur le revenu de tous les Français. Donc c'est juste gigantesque. Et un retour sur investissement possible quand on investit dans ce domaine qui est d'après l'Institut Montaigne de 37 euros pour un seul euro investi. On se demande, mais ça a souvent été le cas pour les grands sujets de santé publique, mais pourquoi est-ce qu'on n'agit pas plus fortement pour le faire connaître? Et c'est l'un des effets de levier qu'on essaye d'avoir avec notre fondation. Et vous serez sur la scène de l'Olympia le 12 juin pour cette grande soirée, le Psychodon, vivre la maladie psychique, avec Yannick Noah, qu'il faut mobiliser avec des artistes de très forte notoriété pour déstigmatiser. Le bon sens, pour terminer, Philippe Dordano, on le sent, à structurer
cet échange. Finalement, quelque chose de très simple, le bon sens, presque celui de votre héritage de père de famille qui semble transpercer le projet d'entreprise, le projet RSE, la fondation. C'est finalement revenir du fondamental. Je pense que oui, il y a effectivement le bon sens, c'est l'implication dans la vie, mais en même temps, il faut avoir des idéaux. C'est super quand on voit des jeunes qui veulent défendre, qui se sentent concernés, mais pas des idéologies. Je pense que, en tout cas, c'est ça notre raisonnement. Il faut se sentir concerné par les choses, il faut avoir envie de se battre, il faut avoir envie de les faire évoluer, mais il faut le regarder avec pragmatisme et essayer de comprendre là où on peut peut-être apporter quelque chose, et puis se fédérer. Parce qu'on est tout seul, on ne peut rien faire. Il faut essayer de le faire avec d'autres, essayer de trouver toutes les bonnes volontés. Donc se parler, et c'est ce que le Psychodon fait d'une manière assez incroyable. La première édition était extraordinaire. Moi, je garde juste un souvenir de la première édition. C'est le sourire des gens qui sortaient du Psychodon et qui étaient heureux qu'enfin on parle de ce sujet et qui se sentaient enfin plus seuls. Philippe Dordano, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. À bientôt. Quant à vous toutes, à vous tous, je vous retrouverai la semaine prochaine et je recevrai Sébastien Chabal, qui est un rugbyman engagé. Et vous savez, il y a un point de liaison avec Philippe Dordano, qui est aussi rugbyman. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Au revoir et merci.